Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Lise Bourbeau qui est avec nous. Bonjour Lise, comment ça va? Ça va bien, merci. Alors Lise, je suis vraiment contente de vous accueillir aujourd'hui. Déjà, merci pour ce temps que vous me consacrez. Alors, pour vous présenter, vous êtes quand même l'auteur de 26 best-sellers qui sont parus, en fait, qui paraissent partout dans le monde. Vous enseignez dans 29 pays différents. Vos livres ont été traduits en 22 langues différentes. Vous êtes également la fondatrice d'une école qui s'appelle Écoute ton corps, qui a pour but d'aider les gens finalement à écouter leur corps et vous formez des thérapeutes également. Vous êtes conférencière, formatrice. Est-ce que c'est assez complet comme présentation, Lise, de ce que vous Oui, faites? il y a juste l'école, je l'ai créée il y a 39 ans. 39 ans, ok. Oui, Ça fait quand même quelques années. Et moi, je vous ai ouais. découvert via ce livre, finalement, Les 5 blessures émotionnelles, que je trouve qui est vraiment très intéressant, que j'ai adoré parce qu'il est facile à lire, il est agréable et ça se lit vraiment très, très vite. Donc, je conseille aux personnes qui veulent lire ce livre d'aller le chercher, d'aller le lire parce qu'il est vraiment très chouette. Et puis, il apprend aussi beaucoup sur nous-mêmes, sur les blessures. Ouais. Puisque aussi vous êtes la fondatrice, enfin vous avez, pas la fondatrice, mais vous avez mis en lumière les 5 blessures émotionnelles qui empêcheraient d'être nous-mêmes finalement. Des blessures qui sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice. Mhm. Et ces blessures-là, on les porte toutes en nous. Alors en tout cas, il y en a au moins une ou deux qui seraient vraiment actives chez chacun d'entre nous. Donc voilà, vous avez aussi mis en lumière finalement, et c'est grâce à ça que je pense beaucoup de personnes vous connaissent, grâce aux 5 blessures Ouais. émotionnelles. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder une blessure qui n'est pas forcément très... que j'ai pas, je ne vous ai pas encore entendu en parler en tout cas. Donc, je ne sais pas si ça pourrait être une sixième blessure, mais la blessure narcissique. Vous voyez, ces personnes qui, par exemple, ont tendance à ramener tout à elles. On a des personnes comme ça qui ont tendance à ramener tout à elles, qui, quand vous leur parlez de votre situation, d'une histoire que vous avez vécue ou autre, qui vont vous dire oui, mais moi je. Et on voit que c'est des personnes qui sont assez égocentriques, qui souffrent d'ailleurs parfois, qui ne sont pas forcément très heureuses dans leur vie. Euh, D'après vous, comment cette blessure en fait peut être amenée à se créer? Et surtout, est-ce qu'on peut en sortir? Moi, j'avais un ami qui disait que pour sortir de cette blessure-là, qui est d'ailleurs de plus en plus finalement mise en évidence, parce qu'aujourd'hui, avec l'ère des réseaux sociaux, l'ère d'Instagram, de Facebook, qui est très, très pratique, mais qui amène aussi les gens quelque part à avoir une forme de narcissisme. Donc, je ne parle pas du pervers narcissique, je parle vraiment du narcissisme. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qu'on peut finalement, on peut sortir de ça? Et comment ça pourrait se créer? Ouais. Ben, pour moi, toute personne peut améliorer sa condition de vie, son tempérament, ce qu'elle vit, si elle prend la décision de le faire. Si elle réalise, oui, là, je m'aperçois que je suis comme ça, je suis une personne narcissique, j'ai des difficultés de relation à cause de ça. Bon, je me prends en main. Ça, c'est sûr que cette personne-là va pouvoir s'en sortir. Mais le narcissisme, ce n'est pas une blessure en tant que telle, c'est un comportement, c'est une attitude d'une personne qui vient de blessures. Alors, pour moi, celui qui est dans plus une personne a un comportement très marqué et tout, si on voit que c'est les 4 blessures, parce que sur les 5 blessures, la seule qu'on n'a pas tous, c'est l'humiliation. Puis l'humiliation, ça n'affecte pas nos comportements avec les autres. L'humiliation, c'est soi-même avec notre Dieu intérieur, avec notre façon de voir Dieu. C'est la personne qui a toujours l'impression qu'il y a l'œil de Dieu qui le regarde et puis il faut qu'elle soit une bonne personne et puis digne Fait, ça n'a rien à voir. Alors, tous les comportements difficiles, tout ce qu'on voit, les personnes qui ont des problèmes d'ordre mental et tout, ça vient tout des 4 autres blessures. Et puis, plus le comportement est fort, marqué comme narcissiste, c'est une personne maintenant qui a commencé par peut-être être un peu égoïste, centrée sur elle-même, mais pas nécessairement narcissique. Ça n'arrive pas tout à coup, c'est graduel. C'est pour qu'une personne arrive avec ce tempérament-là dans cette vie-ci, ça veut dire que ça peut être plusieurs vies qu'elle est en train d'augmenter ça. Parce que si on ne règle rien dans une vie, puis ça faisait partie de notre mandat de le régler,
Ben, quand on revient à une autre vie, il faut toujours recommencer, mais c'est toujours plus accentué. Tu sais, c'est un peu comme si on reçoit le message toujours plus fort, on va dire, ben, quand est-ce que tu vas régler ça, tu vois? Et alors, c'est les cas de blessure, mais principalement la blessure de rejet. Tout problème physique ou psychologique important, c'est toujours la blessure de rejet qui est la plus forte dans ça. Donc, la blessure narcissique, pour vous, elle serait liée principalement à la première des blessures, qui serait la blessure du rejet, en fait, c'est ça? Puis pourquoi c'est si difficile pour les gens de devenir conscients parce que le narcissique, là, lui, il est correct. Lui, c'est les autres qui sont toujours pas corrects. Alors, c'est que la personne qui... C'est pas pour rien que j'ai appelé le masque qui va avec la blessure de rejet, c'est le fuyant. Alors, le fuyant, ça veut dire qu'il veut fuir les situations. C'est celui qui fait du déni. Aussitôt qu'on dit non, 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 ça ne me dérange pas, non, je ne suis pas comme ça, c'est toi qui es comme ça. À tout déni qu'on fait, c'est toujours la blessure de rejet parce qu'on ne veut pas toucher à la douleur du rejet. C'est la blessure qui fait le plus mal. Parce que rejeter, c'est ne pas s'aimer. Puis le mandat de toutes les personnes, c'est de revenir sur la planète Terre puis s'aimer en tant qu'être humain, se donner le droit d'être un humain avec des forces, des faiblesses, des hauts, des bas. C'est ça qu'on est venu apprendre. Apprendre à vivre en tant qu'humain sous toutes les formes, homme, femme, handicapés, brillants, idiots. Enfin, il faut qu'on revienne sur toutes sortes de formes en tant qu'humain pour voir si on est capable de se donner le droit d'être des humains. C'est juste ça. Tous les humains, on a tous la même raison d'être. Mais celui qui souffre de rejet, ça veut dire celui qui se rejette, là, qui ne s'aime tellement pas, là, il souffre, c'est des grands souffrances, ces gens-là. Il fait souffrir les autres, mais si vous saviez comment eux autres souffrent, mais ils mettent le couvercle dessus, ils ne veulent pas sentir cette souffrance-là, mais qui s'aggrave quand même, là. Et prenons, et c'est intéressant justement parce qu'on va parler d'amour justement après, mais prenons cette personne qui souffre de narcissisme. Moi, j'en connais dans la famille plusieurs en fait qui souffrent de ça. Certains ont eu une enfance très difficile avec leurs parents, donc on pourrait le comprendre, et d'autres que je connais qui ne sont pas de ma famille n'ont pas vécu une enfance très difficile, mais au contraire plutôt une enfance, on va dire, agréable, soutenante, même si évidemment il y a toujours des difficultés. Prenons une personne qui se rend compte finalement qu'elle a cette blessure narcissique et qu'elle a tendance à ramener les choses à elle et que c'est compliqué pour elle, qui veut en sortir. Comment est-ce qu'on peut en sortir réellement? Ben, comme j'ai dit plus tôt, juste le fait de prendre la décision de reconnaître, dire, oui, j'admets, je me vois, je sais que je suis comme ça. Il faut qu'elle se reconnaisse. Il faut qu'elle soit capable d'être vraie avec elle-même, cette personne-là. Parce que si je ne sais pas que j'ai un bobo, comment je vais aller le faire régler? Tu vois? Et puis, donc, après ça, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. L'univers va l'amener, va lui faire trouver un livre qui va l'aider, une personne qui va dire hey, je connais quelqu'un qui pourrait t'aider. Une fois qu'on prend la décision de quelque chose, on est guidé vers l'endroit ou la personne qu'on a besoin. Ok, parce que j'avais un ami qui disait que pour ces personnes-là, par exemple, le fait de partir en Afrique ou de faire des missions humanitaires dans des pays justement qui sont beaucoup moins favorisés, d'être confronté à des douleurs qui sont beaucoup plus importantes, permettait de sortir de soi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que ça peut aider quelqu'un à sortir de... Bien sûr, ça peut être un des moyens que la personne va utiliser. Il y a beaucoup de moyens. Hein. Il n'y a pas juste un moyen. Il y en a tellement... pour certaines personnes, c'est le décès de... Parce que l'habitude de rejet, c'est toujours le parent du même sexe. Hein? Et puis, alors, c'est le décès des fois du parent du même sexe qui les fait prendre des grosses prises de conscience. Puis là, ils font du pardon avec ce parent-là. Puis déjà, il y a beaucoup de choses qui se mettent à changer, tu vois. Ok. Alors, c'est intéressant, vous parliez d'amour et c'est une question que je voulais vous poser aujourd'hui parce que moi, en tant que coach, j'aide les gens, si vous voulez, à changer de vie, à quitter ce qui leur correspond plus pour aller vers ce qui leur correspond. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau personnel. Vraiment à réaliser finalement leur rêve, leur mission de vie, enfin ce qu'on appelle la mission de vie, réaliser, trouver leur place en fait. Mais ce que j'ai communément chez mes clients que j'accompagne, c'est des personnes qui ont des difficultés à mettre leurs propres limites
et ce sont des personnes qui ont des difficultés avec l'estime d'elles-mêmes. Donc, en fait, la question que je voulais vous poser, c'est vraiment lié à l'amour de soi, parce que finalement, on en parle beaucoup de l'amour de soi pour l'instant. C'est quelque chose dont on parle tout le temps. On dit qu'il faut apprendre à s'aimer avant d'aimer les autres. Et ma question pour vous, Lise, c'est de savoir comment est-ce qu'on s'aime réellement, en fait? Est-ce qu'il suffit juste de prendre soin de soi dans des petites choses? Comment est-ce qu'on sait que réellement on est en amour avec soi? Ben, c'est quand on se donne le droit d'être une humain avec des défauts puis des qualités. C'est Ok. juste ça. C'est d'une grande, grande simplicité parce que c'est la base de mon enseignement, hein, l'amour de soi, et puis la notion de responsabilité. Donc, on ne peut pas arriver à s'aimer véritablement et puis aimer les autres véritablement tant qu'on ne prend pas notre responsabilité. Comme tout à l'heure, quand je te disais, celui qui est narcissique, et là, il prend sa responsabilité. Il réalise, moi, c'est à cause de mon comportement, si ça fait 3 divorces que je vis, ou tu vois, il prend, mais il faut s'il le fait parce qu'il se sent coupable et que c'est pas bien, là, il ne sera pas guidé vers les bonnes choses. Il faut absolument qu'il passe, qu'il réalise ça, qu'il dise, bon, ben je reconnais telle affaire. C'est ça l'amour de soi. L'amour de soi, c'est juste être capable de se voir tel qu'on est sans aucun jugement. C'est ni bien ni mal. Bon, je m'aperçois que là, je suis une personne colérique. Ah, je m'aperçois que je suis une personne impatiente ou tu sais, n'importe quoi, une personne qui est trop orgueilleuse. Bon, ben voilà. Ben alors, qu'est-ce que je pourrais faire pour l'être moi? Parce que je n'aime pas les conséquences. Tu vois, c'est pas ni bien ni mal, c'est juste pas intelligent d'être comme ça. C'est l'intelligence qui doit nous diriger. Est-ce que c'est intelligent pour moi d'avoir tel comportement ou de croire à telle chose? Puis les blessures, c'est juste notre système de croyance. C'est ça, c'est toujours des croyances. C'est toujours l'ego, hein, notre système de croyance. Toutes les croyances qu'on a au bien et au mal, ça c'est bien, ça c'est mal. C'est vrai, c'est des jugements de bien et de mal. Ça, c'est ça qui est la totalité de notre ego. Donc, aussitôt qu'on se juge, ah, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû y penser, puis on juge, on critique les autres, tout de suite, on est dans une blessure. Mais ce n'est pas toujours la même, selon le comportement, là. Mais alors, ça veut dire que c'est l'ego qui prend dessus. Qui dit ego dit blessure. Et alors, l'amour, c'est la chose la plus simple au monde, mais c'est très, très difficile à mettre en application parce que ça fait des millions d'années qu'on n'a pas. Tu sais, c'est comme. Parce que ça fait partie vraiment de l'ère du Verseau, hein, dans laquelle nous sommes maintenant, que c'est une époque d'intelligence, l'ère du Verseau. C'est l'intelligence qui doit gérer le monde. Donc, ce n'est pas intelligent de se critiquer parce que plus on se critique, plus on répète les mêmes choses. C'est ça. Et est-ce que vous diriez que c'est blanc ou noir? Parce qu'on a souvent l'impression dans cette société, vous parliez de bien, de mal, et c'est super intéressant parce que c'est vrai qu'on a ces notions qui sont encore très ancrées, ça c'est bien, ça c'est mal, des fois ce qui paraît mal est bien, des fois ce qui est bien en fait est mal. Enfin, mais au-delà de ça, est-ce que c'est blanc ou noir? Est-ce qu'on peut dire qu'on s'aime à 100% ou qu'on ne s'aime pas à 100%, ou est-ce que comme dans tout, il y a des nuances en fait dans l'amour? Oui. La personne qui arriverait à s'aimer à 100% ne serait plus sa planète Terre. On n'a plus besoin de revenir sur la Terre. Il n'y a pas personne qui est sur la Terre qui s'aime à 100%. Alors, ce que notre mandat, pour moi, la raison d'être de toutes les personnes, c'est de s'aimer de plus en plus, toujours, à chaque année, on s'aime de plus en plus. Ce que je jugeais, ce que je critiquais l'année passée, par exemple, si aujourd'hui je suis capable de me donner le droit d'être comme ça ou donner le droit aux autres d'être comme ça, de ce que je n'aimais pas l'année passée, bien déjà, je vois que j'ai fait du progrès. C'est juste ça. Moi, ça ne me dérange pas quand même, je reviendrai encore 25, 50 vies sans vie. Si à chaque vie, ça va toujours mieux, parce que là, je vois la grande, grande différence dans ma vie maintenant comparée à il y a 30 ans, 40 ans, de toutes les choses que je me suis libérée, mais j'en découvre tout le temps. Je découvre toujours des parties de mon ego. Je dis, hey, c'est mon ego, ça, qui me parle, là. C'est mon ego qui vient de dire ça. Mais là, après ça, je suis capable vu que j'ai beaucoup d'outils, ben, je suis capable tout de suite d'y remédier puis de faire quelque chose avec ça. Mais parce qu'il n'y a pas un humain qui a la capacité psychologique, assez de bonne capacité psychologique pour voir toutes les choses qu'elle a encore à régler au niveau de son âme. Ça serait trop. On n'est pas, notre
notre force psychologique. Hein. Vous savez, le cerveau, hein, ils l'ont prouvé qu'il est juste la matière grise, c'est peut-être 10% qui est utilisée, le reste du cerveau n'est pas utilisé. Tous les grands pouvoirs et puissances que nous avons, les humains, là, c'est encore à être développé. Et ça se développe au fur et à mesure qu'on apprend à s'aimer et à reconnaître l'être extraordinaire qu'on est. Et justement, vous parliez d'outils, en fait, vous avez beaucoup d'outils. Est-ce que vous auriez un petit outil à partager, même quelque chose de très simple, hein, mais qui peut déjà amener les personnes qui vont nous écouter aujourd'hui à mettre une action en place dès aujourd'hui pour apprendre davantage à s'aimer? Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, pour être sur l'amour de soi? Ben, c'est toujours, est-ce que je me sens bien, là? Est-ce que ça fait wow en dedans de moi là, quand je pense comme ça? Ou avec ce que je viens de dire? Est-ce que ça fait oh wow? Ça fait pas wow, là, c'est pas bon pour toi, ça veut dire que tu n'es pas dans l'amour. Aussitôt que, tu sais, c'est comme moi, si je marche dans la rue, puis là, je vois quelque chose que j'aime pas, puis je dis, oh mon Dieu, hey, là, je vois bien, je l'aime toujours pas, là, ce genre de personne, disons, qui, je sais pas, moi, le papa qui crie après son enfant ou qui donne une taloche, puis j'aime pas ça. C'est pas parce que je dis, ah, c'est merveilleux, ça fait pas. Non. Ce qui fait voir, c'est d'être capable de regarder et de dire, pauvre monsieur, ce qu'il doit souffrir de perdre le contrôle comme ça avec son enfant. Tu vois, je suis capable d'avoir de la compassion pour l'homme. Je ne suis pas d'accord, mais je suis capable de lui donner le droit d'être comme ça pour le moment parce que lui, il ne sait pas encore comment arrêter ça. Tu sais? Et alors, c'est ça. C'est pas j'aime, ça ne veut pas dire j'aime tout le monde, puis j'aime ci, puis j'aime ça. Ça veut dire, même si j'aime pas quelque chose, même si ça ne fait pas mon affaire, même si je ne suis pas d'accord, je suis capable d'être bien avec ça, de ne pas avoir un jugement qualificatif. Là, bon, ben on fait juste observer. Tu vois, c'est une différence entre observer, c'est quelque chose qu'on observe à l'extérieur de nous. Tandis si là, tout à coup, je dis, oh, vraiment, ça va faire, puis, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi qu'il fait qu'il ne change pas? Pourquoi qu'il fait toujours pareil? J'en ai ras-le-bol de cette personne, de mon voisin que je ne peux pas sentir, ou je ne sais pas. Aussitôt, ben, on n'est pas bien parce que plus on veut changer quelque chose, puis moins ça change. C'est ça le pouvoir de l'amour. C'est que plus je donne le droit, puis plus ça change, on dirait. Puis après ça, on ne voit plus avec les mêmes yeux, on voit avec les yeux du cœur, tu sais, c'est pas pareil. C'est ça. Donc, ce serait se donner le droit à soi, finalement, d'être pas parfait, et donc, du coup, donner le droit à l'autre de ne pas être parfait et d'être dans une forme de compassion, en fait, par rapport à ses propres blessures. Ça n'existe pas la perfection au niveau matériel. Ça n'existe pas la perfection physique, émotionnelle et mentale. C'est seulement l'être, au niveau de l'être, qui est notre Dieu intérieur, c'est rien que ça qui est toujours parfait. Alors, c'est la personne, tu sais, moi, je peux bien faire une conférence puis dire oh mon Dieu, vraiment, là, je suis tellement contente. Là, il me semble que c'était parfait ma conférence. Je n'ai pas bafouillé, puis je suis contente. Puis là, tout à coup, ça c'est arrivé déjà. Mon mari m'arrive, il me dit, il était en arrière, lui, dans la salle, puis c'est lui qui vendait les livres. Il dit, il me semble que tu n'étais pas comme d'habitude aujourd'hui, il me semble que tu n'avais pas le même pep que d'habitude. Je dis, ah! Tu vois? Puis il y a d'autres fois que je me disais, oh, il me semble que je n'étais pas comme d'habitude aujourd'hui, là, je ne sais pas. Puis là, les notes qui arrivent, disent, oh, c'est la meilleure conférence que j'ai assistée. Fait que, tu vois, on pense que quelque chose est parfait, mais c'est parfait juste dans notre perception. Ça. Elle ne sait pas la réalité, notre perception de perfection. C'est pour ça qu'il faut arrêter de se créer des perceptions comme ça, d'accepter que chaque personne est différente. Nous autres, on est différents. On n'est pas pareil d'une journée à l'autre. Une journée, je peux être très patiente. Le lendemain, je me lève, je suis impatiente. C'est ça, se donner le droit d'avoir des hauts, des bas, des qualités, des défauts. Et puis, plus on se donne le droit, puis plus on devient ce qu'on veut être. C'est pour ça que j'ai une phrase que j'écris dans tous mes livres. Je dois me donner le droit d'être ce que je ne veux pas être avant d'arriver à être ce que je veux être. Mm-hmm. Donc, ça ne veut pas dire que si, disons, une personne qui est menteuse, elle va être vraie,
ça ne veut pas dire que si elle se donne le droit d'être menteuse, qu'elle va être 50% menteuse, 50% vraie. Non, on est de plus en plus souvent ce qu'on veut être, mais parfois, comme moi, ça m'arrive encore là, de dire, bon, là, je sais que ce n'est pas vrai ce que je dis, là, mais je n'ai pas le goût de commencer une discussion, là, puis j'aime mieux dire quelque chose de pas vrai, là, puis avoir la paix. Tu vois, je suis consciente que je ne suis pas vraie à ce moment-là, mais je le fais quand même. C'est ça l'amour de soi. C'est ça. Donner le droit d'être des humains. C'est ça, se donner le droit, s'accepter dans ce qu'on aime le moins, et c'est en acceptant ce qu'on aime le moins qu'on arrive en fait à transformer ce qu'on veut, quoi. C'est un peu comme la perte de poids, hein. Les gens qui veulent perdre du poids, j'ai l'impression qu'il faut d'abord accepter leur corps comme ils sont, et puis progressivement, du coup, on peut transformer. Oui, mais tu vois, quand le rigide, parce qu'on a tous la blessure d'injustice, que j'appelle moi le masque et le rigide, mais le rigide, lui, voudrait être parfait selon sa conception de parfait. Tu sais, c'est impossible de toujours être patient, par exemple. C'est impossible. La personne qui va essayer d'être toujours ce qu'elle veut être, bien, elle va faire du contrôle. C'est pour ça que le rigide, c'est celui qui se contrôle le plus. Non, là, il faut que je sois patiente. OK, Lise, respire, là, puis là, tu n'as pas le droit d'être impatiente. Là, tu vois? Ça, c'est le rigide. Puis plus je me contrôle, puis plus je vais perdre le contrôle. Tu vois, c'est pour ça que c'est pas bon. C'est juste de dire, aujourd'hui, là, je ne suis pas patiente. Là. Alors, je faisais ça avec mes enfants. Quand, la veille de mes menstruations, j'étais toujours très impatiente. Là, je me levais le matin, je disais, bon, là, les enfants, aujourd'hui, je vais vous dire, c'est ma mauvaise journée du mois. C'est ma journée d'impatience. Il est au courant là, que c'est à cause de mes menstruations, ça me faisait ça comme effet. Fait que là, je disais, moi, si j'étais vous autres, là, j'irais ailleurs, mais je ne resterais pas ici, là. Je me débarrasserais parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Puis ça marchait tout le temps. Il y a un petit ami de mon garçon qui arrivait. Est-ce que je peux rentrer jouer avec toi? Non, c'est la mauvaise journée de maman. Non, c'est moi qui vais sortir, tu vois. Puis c'est comme ça que j'ai appris. Ah, ben, regardons ça, ça marche. Mais tu sais, je voyais bien que il y a des fois que des choses allaient bien, puis des fois, j'avais beau répéter les choses, puis les enfants n'écoutaient pas. Puis c'est comme ça que j'en suis venue à mettre ça sur pied, là, à comprendre, parce que moi, dans ce temps-là, je faisais plein d'ateliers, surtout de pensée positive, là, puis des week-ends entiers de aimez-vous les uns les autres, parler d'amour, mais je n'avais pas de moyen concret, c'est quoi s'aimer, puis je revenais chez nous, je rentrais dans la maison vers 6-7 heures le soir. En ouvrant la porte, moi, j'avais le grand vestibule, puis là, c'était la cuisine en avant. Là, je voyais tout plein de bouffe puis de tout sur la table. Mon mari avait fait manger les enfants, mais il n'avait rien mis de côté. Puis lui, il était en haut, là, je le voyais dans la chambre en train de regarder la télévision. Bien là, je rentrais de l'atelier sur l'amour, puis là, tout de suite, je voulais tuer mon mari. Qu'est-ce que tu fais? Où sont les enfants? Où sont les enfants? Bien, je ne sais pas. Ah, là, il ne savait pas où étaient les enfants. Il n'avait pas nettoyé la table. Mais tout de suite, là, je me mettais à crier, puis je suis impatiente, tu sais. Puis je disais, c'est ta faute, les enfants ne veulent jamais ramasser. C'est toi qui es un mauvais exemple. Oh, mon Dieu, ça, c'était... Ben, c'est ça. Pas toujours facile. Non. C'est pour ça que j'ai fini par le laisser, tu vois, mais c'est entre les deux conjoints que j'ai appris c'était quoi, que j'ai réalisé toutes ces choses-là, et puis c'est ce qui m'a aidé à créer Écoute ton corps. C'est ça. Et justement, Lise, vous avez une grande carrière internationale, vous êtes connue partout dans le monde, vous avez quand même écrit 26 best-sellers, c'est énorme. Je pense que celle qui vous rivalise, c'est J.K. Rowling, donc, qui a écrit Harry Potter. À mon avis, elle a dû aussi écrire autant de livres que vous. Et c'est super intéressant. J'avais envie de vous poser cette question par rapport à ce qu'on appelle communément la mission de vie. Je sais que vous croyez à la réincarnation. Je sais que pour vous, on a une mission, mais justement, j'ai envie d'en parler. C'est-à-dire, pour vous, je vais quand même vous poser la question. Est-ce que pour vous, on a une mission de vie? C'est-à-dire qu'on vient sur Terre pour des raisons spécifiques, qu'elles soient d'ailleurs professionnelles ou personnelles, hein, c'est pas que du professionnel, parce qu'on associe souvent la mission de vie à du professionnel, mais c'est pas que ça, je pense. Est-ce que c'est juste? On a bien une mission de vie à accomplir sur Terre, des choses qu'on a prévu de faire, qui sont importantes, finalement. Oui. Moi, je vais dire franchement, j'aime pas utiliser le mot mission. Parce que
j'ai trop constaté que ça alimente beaucoup l'ego. Ben moi, c'est ma mission. Puis, tu sais, ils sont des missionnaires ou des missionnés. Et puis, c'est comme, tu sais, il y en a que ça alimente beaucoup l'ego. J'aime mieux, moi, ce que j'ai pu constater, c'est que nous avons tous la même raison d'être, que j'ai mentionné un peu plus tôt. Tous la même raison d'être. Mais à chaque vie qu'on revient, on a un plan de vie. Bon, dans cette prochaine vie, c'est quoi mon plan de vie pour m'arriver à ma raison d'être, à m'aimer davantage? C'est pour ça que dans une vie, on va avoir une blessure de rejet plus importante ou une blessure d'humiliation plus importante parce qu'on a tout au moins 2 blessures plus importantes que les autres qui vont nous faire, tu sais, qui vont affecter nos relations plus familiales ou personnelles. Il y en a d'autres, ça va affecter leur succès professionnel, leurs blessures. Et fait on a des plans de vie, c'est-à-dire qu'est-ce que je suis venue faire ici pour m'améliorer. Voilà, c'est un plan de vie. Comment on découvre notre plan de vie? C'est de regarder qu'est-ce qui est difficile. C'est quoi j'ai de la difficulté à régler? J'ai beau essayer, comme par exemple la personne qui a beaucoup un poids important, puis qui n'arrive pas à perdre du poids, à en reprendre. Bien, ça fait partie de son plan de vie. Apprendre à s'aimer puis à s'accepter avec un poids d'extra. Tu vois, c'est ça, c'est toujours apprendre à s'aimer dans ce qui est difficile. Et alors, donc, c'est ça. Donc, notre plan de vie, ce serait ce qu'on a eu le plus difficile finalement, enfin, ce qu'on a de plus difficile dans notre vie, qu'on a d'ailleurs ou pas transformé, ce serait ça un peu notre plan, notre mission de vie. Ouais. C'est comme ça qu'on... C'est pas notre mission. C'est Oui, dans mon plan, là. Pourquoi je me suis réincarnée, là? Dans quel but? Moi, il faut que je travaille là-dessus pour arriver à m'aimer davantage dans cette vie-ci. C'est pour ça que je suis attirée par telle personne, je suis attirée par tel métier. Puis, donc, vous voyez, pour moi, c'était important une chose que j'avais beaucoup de difficulté. Moi, quand je croyais à quelque chose d'important depuis que j'étais toute jeune, je voulais absolument convaincre tout le monde. Tu sais, c'était vraiment important. Il fallait que j'étais sûre que je détenais la vérité, puis que j'avais raison parce que moi, j'aimais ça pour moi. Et puis, je me souviens, mes sœurs me disaient dans le temps, quand j'avais compris comment lire des livres sur la pensée positive et tout. Veux-tu nous ficher la paix? Alors, j'ai réalisé que je devais apprendre, dans cette vie-ci, apprendre à croire des choses, trouver des choses, des choses merveilleuses, à trouver des moyens, parce que moi, je suis une chercheuse. Hein, j'ai toujours des nouveaux moyens que je découvre. Et puis, accepter que les autres ne veulent pas y croire ou ne veulent pas y adhérer. Puis, tu vois, que là, je viens de passer quelques jours avec plusieurs de mes sœurs qui trouvent que ce que je fais est merveilleux. Ils lisent mes livres, mais ils ne font pas des ateliers puis ils ne mettent pas en application. Fait que moi, je suis là, je les regarde aller, je les vois toutes avec leurs problèmes de santé, choses. Ils savent que s'ils ont besoin d'aide, ils ont juste à me le demander. J'en ai une qui parfois va me dire « Lise, peux-tu m'aider? Là, j'ai vraiment mal dans le dos, là, puis je n'arrive pas à trouver c'est pourquoi. » Mais à part ça, je suis capable d'être bien avec eux autres, de rire avec eux autres, m'amuser, puis juste les observer qu'eux autres continuent à vivre avec leurs douleurs. Tu vois? Puis ça a été un gros... Ça faisait partie de mon plan de vie, ça, c'est sûr. Ouais. Donc, ce qui est le plus difficile, ça fait partie de notre plan de vie. Et si maintenant il y a plusieurs choses difficiles, admettons par exemple quelqu'un qui a des difficultés c'était mon cas, hein, qui n'était pas du tout à l'aise socialement, qui avait très peur de prendre la parole en public, très peur de lever la main en cours. Donc avec plusieurs choses qui vont avec. Quand on a plusieurs difficultés en fait dans notre vie, dont les peurs par exemple, des difficultés avec la peur de plein de choses, etc. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs plans, enfin plusieurs choses à régler en fait, plusieurs choses dans notre plan de vie. C'est pas seulement une seule chose, ça peut être plusieurs. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, ben, tu vois, comme là, ce que tu viens de me dire, là, toi, tout ça était causé par
la blessure de rejet d'injustice. Fait que là, tu vois que dans cette vie-ci, toi, c'est là-dessus que tu dois, que tu avais décidé dans le monde de l'âme que tu irais travailler sur l'amour de toi, sur d'être plus réaliste au niveau de c'est quoi ta perfection, que tu es aussi parfaite que tu peux l'être à chaque instant, puis avoir plus confiance en toi. Fait que ça affecte beaucoup de domaines dans ta vie, là. Mais la base, c'était ça. Dans ton plan de vie, c'est travailler sur ta blessure de rejet puis d'injustice, puis te donner le droit de parfois faire des erreurs, de bafouiller, d'oublier. Ce qui est très difficile pour moi, hein. C'est toujours un stress, c'est très difficile justement d'oser montrer vulnérable devant les autres, c'est ce qui me fait le plus peur. Et ce qui est drôle, c'est que je me retrouve, parce que je disais justement hier, je relisais votre livre, et je me retrouvais en fait beaucoup dans la blessure d'abandon principalement, et du contrôlant, mais pas tant de l'injustice, parce que je ne suis pas très sensible à l'injustice dans le monde. Donc, est-ce que c'est parce que je ne m'y vois pas? Et en plus, dans ma posture, j'ai plutôt tendance à être vers l'avant. Donc, je trouve que j'ai plus une tendance à être dans une posture d'abandon que d'injustice, qui a le dos bien droit. Maintenant, est-ce que ça veut tout dire? Et ça ne veut pas nécessairement dire que tu n'as pas les deux autres blessures, l'abandon et la trahison. Mais tu regardes qu'est-ce qui te fait le plus souffrir, est-ce que c'est toi avec toi-même, ta peur de qu'est-ce que tu as l'air devant les autres, c'est ce que tu fais, les critiques que tu te fais face à toi-même ou dans tes relations. La blessure d'abandon puis de trahison en lien avec tes relations amoureuses, avec l'amour, avec le sexe opposé. Alors, ça aurait un lien en tant que la maman avec son fils ou avec son conjoint, puis la blessure de rejet, puis d'injustice, ça a un lien avec nous-mêmes pour la femme. Ça veut dire avec ma fille, avec les autres femmes. Et ça, c'est valable, peu importe les orientations sexuelles de la personne, qu'elle soit hétérosexuelle, homosexuelle, bisexuelle, ça change rien en fait. C'est toujours le sexe opposé ou. Oui. Parce que tout le monde, qu'on soit de n'importe quel genre, on a eu un papa puis une maman. Ça a pris un homme et une femme pour nous créer. Tu vois? Fait que même si on est en complète réaction aux hommes et puis je décide de devenir homosexuel à cause de ça, ben, ce n'est pas nécessairement la raison, mais ça peut l'être. Elle a quelque chose à régler avec son papa quand même. Ça, c'est des choses qu'on traite surtout dans les ateliers. On a toutes sortes d'outils pour découvrir qu'est-ce que j'ai surtout à apprendre, qu'est-ce que j'ai à régler en dedans de moi. Parce qu'on ne veut pas le voir. Notre ego, là, il est tellement puissant. Là, et aussitôt que si on commence à se poser des questions, oui, mais comment je me sens? Tout à coup, on est interrompu, on pense à autre chose, on oublie. Ah, mon Dieu, j'ai oublié. Ah oui, hier, là, j'ai pensé à quelque chose, c'était intéressant, mais je ne m'en souviens plus. Tu vois, c'est comme si on se fait jouer des tours sans arrêt par notre ego pour ne pas aller au fond des choses. D'ailleurs, je vous ai vu sourire quand je vous ai dit que je n'avais pas l'impression d'avoir la blessure d'injustice. Je vous ai vu sourire. Est-ce que ça veut dire que, justement, parce qu'on ne se voit pas dedans, ça veut dire qu'on l'a et que l'ego ne veut pas le voir? Ben oui, c'est ça. Ben oui, c'est tellement évident souvent en regardant une personne, puis la personne, elle ne se voit pas du tout. Dans l'atelier sur les blessures, on fait un exercice où les gens se placent en petits groupes. Puis là, il faut que les gens disent quelle blessure ils voient dans le corps de l'autre. Et puis, il y en a qui disent ah, vous voyez toute cette blessure-là dans mon corps? Moi, je ne l'avais pas vue, tu vois. C'est tout à fait normal et humain de ne pas vouloir se voir parce que l'ego est convaincu qu'on ne pourra pas gérer la douleur du rejet quand on réalise quand on se sent rejeté, là, puis c'est quand on se sent rejeté, c'est pas parce que l'autre nous a rejetés, c'est parce que nous, on se rejette. C'est pas parce que toi, tu as une bonne blessure de rejet que tu avais une maman qui te rejetait. C'est que toi, dans ta façon de voir ce que ta maman faisait, tu vivais du rejet. Mais ça veut pas dire qu'elle te rejetait automatiquement. C'est ça.
C'est ça. Et pour vous, enfin, par rapport à ce que je vous ai dit, par rapport aux blessures, aux peurs de, voilà, de pas bien s'exprimer, de dire une connerie, de bafouiller des choses comme ça, que j'ai beaucoup eu dans le passé et que j'ai encore parfois maintenant, hein, ça, c'est lié à l'injustice alors. C'est la blessure de l'injustice principalement qui fait ça. Pour être parfaite, puis parce que si tu n'es pas parfaite, si tu ne parles pas parfaitement, ben tu es nulle, tu vois. C'est ça qui fait mal. C'est juste de dire je suis nulle, là, ça, c'est l'âme qui souffre. Parce que c'est tout à fait l'opposé de je suis spéciale, Oui, je suis moi-même, tu vois. Parce que l'âme, tout ce qu'elle veut, c'est qu'on apprenne à s'aimer, c'est ça qui rend notre âme heureuse. Et puis, c'est l'âme dans nous. C'est pour ça qu'on dit on souffre à l'intérieur de nous, là, parce que l'âme, elle revient continuellement pour qu'on arrive travailler. Ouais. à travailler là-dessus, sur l'amour de soi. Mais fait que quand plus on souffre, plus ça veut dire qu'il y a du rejet. Comme je peux avoir été trahie par un homme, par exemple, qui m'a trompée, par exemple, mais ça me fait tellement mal. Là, si je souffre énormément, là, c'est pas la trahison qui me fait souffrir, c'est le rejet qu'il y a derrière. C'est toujours le fait que je me suis fait, qui m'a trompée, en dedans de moi, c'est ben, je dois être très nulle pour qu'il ait préféré une femme comme ça. Combien de fois j'ai entendu des femmes me dire ça? Si tu voyais avec qui mon mari est parti, là, tu ne le croiras pas, c'est ridicule, elle n'est même pas belle. Puis tu vois, fait elle se rejette. Mon Dieu, je dois être vraiment nulle pour qu'un homme préfère une personne comme ça. Tu vois, donc, c'est la blessure de rejet toujours qui fait le plus mal. Oui. Mais on ne sait pas. On reste pris dans c'est ça, la trahison, c'est sa faute, c'est lui qui m'a fait du mal. Non, mais ça, j'en ai conscience, hein. Je sais que parfois, on peut se sentir, ou je peux me sentir parfois effectivement dans le rejet enfin, des autres ou moi-même, en fait, hein. Quand, comme vous disiez, quand on le ressent pour nous, ça veut dire qu'on le fait aussi aux autres. C'est pas juste d'un côté, c'est des deux côtés. Et justement, Oui. par rapport à ces blessures, il y a toujours un vocabulaire qui va avec. Par exemple, pour enfin, ceux qui ont la blessure d'abandon, ils vont souvent parler d'abandon, je suppose. C'est des mots qui vont ressortir assez souvent, je suppose. L'injustice, c'est pareil. Est-ce qu'il parle d'injustice? Le rejet, est-ce Oui. qu'il parle de rejet? Est-ce qu'il y a Oui. un vocabulaire spécifique pour chaque blessure? Ah oui, oui, il y a toutes sortes d'expressions. Ben, je suis nulle, ça c'est sûr que le fuyant, il va souvent dire ça. Comme j'avais un jeune homme qu'on avait un nouvel animateur avec ton corps, puis quand on se parlait au téléphone, tu as dit, mais là, il faut que je te laisse parce que j'ai autre chose, faut que je dois te laisser, j'ai plus de temps pour parler. Oh, Lise, s'il te plaît, dis-moi pas laisse. Quand tu dis le mot, il faut que je te laisse, le cœur me fait mal. Tu vois, et sa blessure d'abandon était activée juste avec le mot laisse au lieu de dire, elle se dit, bon, ben, OK, c'est terminé, je ne peux plus te parler, tu vois. Mais il ne voulait pas. C'est intéressant, hein, les mots qui sont. Oui, C'est des mots qui vont avec la blessure, finalement. Oui. c'est ça, qui sont révélatrices. Et donc, justement, vous parliez de votre carrière. Donc, vous estimez qu'effectivement, on a des plans de vie à travailler. Et dans votre cas, qu'est-ce qui vous a amené finalement à décider à choisir de faire ce que vous faites aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a poussé finalement à créer une école, à écrire des livres? Quel a été Ben, le... ça faisait partie du besoin de mon être. J'ai toujours eu une soif d'apprendre des choses nouvelles. Puis, depuis que je suis toute petite, moi, je suis Madame Question. Tu sais, à l'école, je pense que c'est moi tout le temps qui levais la main, posait toutes sortes de questions, tant que les choses n'étaient pas claires et précises. Puis là, souvent, les petites filles à l'école, ils riaient de moi. Ben, tu es fatigante avec ces questions. Mais finalement, ils finissaient par me dire qu'ils étaient contents que j'avais posé la question, puis ça les avait aidés. Puis, alors moi, j'ai jamais eu peur d'avoir l'air stupide. J'ai besoin d'apprendre. Donc, dans ce domaine-là, c'est illimité l'apprendre au niveau spirituel. Tout le temps, c'est pour ça que j'arrête pas. Je suis rendue à 80 ans, là, puis je ne suis pas capable d'arrêter. Vous ne les paraissez pas du tout, en tout cas, hein, les 80 ans. Vous en paraissez 22 mois. Non, mais
J'apprends toujours des choses nouvelles. Tu sais, je fais des rencontres avec tous mes formateurs puis mes animateurs 3 fois par année. Là. Et puis là, j'ai une semaine de temps à chaque fois. J'ai toujours plein de choses nouvelles. OK, maintenant, quand on parle de tel sujet, voilà, je veux changer ça un peu. C'est encore plus clair, plus précis. Puis c'est ça, moi, qui m'allume. Donc, ça répondait à un grand besoin de mon aide. Puis une fois, je me suis vue dans une vie antérieure où, en tout cas, je ne dirais pas tout ce que j'ai vu, là, pourquoi que c'est arrivé, mais j'étais une jeune fille une famille très riche et je voulais absolument faire des études et tout, puis finalement, je n'ai pas pu faire des études. J'ai été frustrée toute ma vie à rester dans la famille. Là. Et puis là, j'ai dit, je comprends pourquoi dans cette vie-ci, c'est si important pour moi d'aller au bout de mes désirs de toujours apprendre. Puis, ce qui m'intéresse, bien, il y a des gens qui vivent la même chose, mais c'est dans le monde scientifique, hein, c'est dans d'autres domaines, c'est des grands chercheurs. Alors, moi, je suis toujours à la recherche de simplifier la façon de penser des gens, simplifier c'est les perceptions surtout, et simplifier notre vie pour arriver à s'aimer et à s'accepter tel que nous sommes. Parce que quand j'explique les affaires, c'est toujours en simplifiant. Puis j'étais très heureuse quand j'ai appris que c'était un critère de l'intelligence. Quand c'est simple, c'est intelligent. Quand c'est compliqué, c'est intellectuel. Tu vois, j'ai dit, c'est un signe que je suis intelligente, tu vois, parce que j'ai une capacité de synthétiser, de prendre des choses très, très. Je me souviens quand, il y a 30, 40 ans, je lisais des livres sur les chakras. C'était compliqué, c'était long, c'était compliqué. Puis là, moi, j'avais fait une synthèse de chaque chakra que j'ai commencé à enseigner. Et les gens qui entendaient ça, ils disaient, enfin, je comprends, c'est quoi les chakras, tu vois. J'ai toujours fait ça. Ok, super intéressant. Et alors, pour vous, ce serait quoi réussir sa vie, Lise? Quelle serait votre notion de la réussite, de réussir sa vie? On parle beaucoup de réussir sa vie. Ce serait quoi pour vous réussir sa vie, au final? Réussir sa vie, c'est de regarder à quel degré tu es fier de toi, puis tu es heureux dans une journée. Est-ce que c'est la grande majorité de la journée que tu es bien avec toi-même, tu es bien avec les autres ou non? Alors, pour moi, plus on est bien, on est heureux, on est dans l'acceptation, plus on réussit notre vie, parce que c'est notre seule raison d'être. Notre raison d'être, ce n'est pas de devenir riche, ce n'est pas de créer une grande école. Pour moi, c'était pas ça. Moi, c'était réussir ma vie, c'est pas avoir créé une belle école. C'est réussir ma vie, c'est qu'est-ce que j'apprends sur moi grâce à ça. Est-ce que j'ai répondu à mon besoin en le faisant ou bien? J'aurais pu vouloir créer une école juste pour épater tout le monde, juste pour faire beaucoup d'argent, tu vois. Mais c'était pas ça. Jamais mon but, c'était toujours encore là. Pourquoi je ne prends pas de retraite? C'est parce que je peux continuer à apprendre. Je découvre toujours des choses nouvelles. Et du coup, quelle est la blessure qui fait qu'on a toujours envie d'apprendre? Est-ce que c'est derrière les blessures, ça? Non, ça c'est pour tout le monde. Tout le monde a besoin a besoin de changement et de transformation. On ne peut pas rester avec les mêmes connaissances intellectuelles. La vie serait bien trop ennuyeuse. Il y a des gens pour qui c'est plus fort. Il y a des gens comme vous, pour qui, ou comme moi d'ailleurs, ou comme d'autres personnes, pour qui on sent qu'il y a un vrai besoin, qu'ils ont besoin de lire, de se former. Mais il y a des gens qui, voilà, ils font plus beaucoup de formation après les écoles classiques, quoi. C'est ça, ça dépend, parce que moi, je suis une communicatrice, j'aime beaucoup transmettre des choses, j'aime beaucoup parler, enseigner, et puis, donc, ce que je sais, si ça peut aider d'autres personnes, ben, j'aime ça le transmettre, mais il y a des personnes qui vont aussi bien réussir leur vie en apprenant des choses nouvelles, en prenant des nouvelles décisions à chaque année, transformer leur vie pour le mieux à chaque année, sans jamais l'enseigner à d'autres. Puis ils vont être aussi heureuses, puis aussi, ils vont avoir une aussi grande réussite dans leur vie. Ça dépend juste de ce qui nous allume. Hein? C'est ça. Donc c'est vraiment, on sent qu'on réussit sa vie quand dès lors, enfin tous les jours, on se sent bien, on se sent à sa place, on sent que ça fait waouh, comme vous disiez. S'il n'y a pas ça, c'est que quelque part, on n'est pas au bon endroit.
C'est ça. Parce que le sentir juste ça, là, ça pourrait être le mandat de beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes sur la planète Terre. Apprendre à sentir. Les gens ne le sentent pas. Les gens sont toujours dans leur tête. Ils se couchent le soir, ça marche, ça marche, ça part dans la tête. Puis ils ne s'arrêtent pas pour dire, bien, comment je me sens avec ce qui se passe dans ma tête? Est-ce que je me sens bien? Aussitôt que tu dis, non, je ne suis pas bien avec ça, bien oui, mais pourquoi tu continues à écouter ça d'abord? Pourquoi tu écoutes toujours la même chose dans ta tête si tu ne te sens pas bien? Tu vois, c'est ça. C'est pas intelligent. On se fait du mal soi-même. Tiens, j'ai des femmes, des personnes que je connais qui sont dans 90 ans, là, qui sont toujours dans la colère. Tu n'as pas vu, le voisin a fait ci, puis ça. Puis là, maintenant, dernièrement, j'ai une amie qui dit, hey, tu n'as pas vu là, combien il y a de Juifs qui arrivent chez nous, dans notre village, sont en train de prendre possession. Je lui dis, mais en quoi ça affecte ta vie, ça, ma belle? Tu sais, ça... Oui, mais tu vois, il faut toujours qu'ils critiquent quelque chose, il faut toujours qu'ils en veulent à quelqu'un. C'est tellement triste. Comment on change ça alors, Lise? Parce que je suis surprise c'est vrai que tout âge, ça peut arriver. Il y a des gens à 80, 90 ans, 90 ans, comme on dit en Belgique. Mais comment est-ce qu'on peut sortir, peu importe l'âge d'ailleurs, de cette forme de rejet, de critique toujours par rapport à l'autre? Comment est-ce qu'on en sort de nouveau? Oui, mais il faut qu'elle veuille le faire. Tu vois que moi, quand je lui dis, est-ce que tu veux que je t'aide là avec ça? Puis elle dit, ah ben non, ça ne change rien. Je dis, OK, changeons de sujet. Tu vois, pas, tu vois. Puis je dis, non, as-tu des bonnes nouvelles? Là? Moi, j'aime mieux entendre parler des bonnes nouvelles que d'entendre ces choses-là. Tu vois, ça ne m'intéresse pas d'entendre ces critiques, mais elle me connaît pas. Elle dit, c'est vrai, tu as bien raison. C'est vrai, tu as raison. Mon Dieu, que je suis donc critiqueuse. Mais ça recommence tout le temps. Tu sais, elle n'a pas pris la décision de le faire. Donc, c'est à moi de décider est-ce que je veux encore continuer de lui parler ou non. Tu sais. Puis, parce qu'elle le dit, elle dit des fois, là, je me couche le soir, là, puis là, je suis en train de penser là, comment j'en veux à mon gendre. Là. Puis là, je dis, bon, bien, si Elise était avec moi, elle me dirait là, que je suis en train de empoisonner le système avec mes pensées. Là. C'est du poison que j'avale là, quand je parle de même. OK, bon, tu sais, là, des fois, elle y pense, parce que ça fait longtemps que je la connais, mais quelqu'un qui a envie, si maintenant elle décide voilà, qu'elle a envie de changer de nouveau, est-ce qu'il y a des pistes par rapport à ça pour changer, pour ne plus être beaucoup moins dans la critique par rapport aux autres et autres? Est-ce que vous avez des... il faut qu'elle se fasse aider. Parce que... Par un thérapeute? Ben oui, n'importe qui. Comme nous autres, chez nous, écoute encore, on donne des moyens. À chaque atelier, il y a toujours 3, 4 outils. C'est tout avec des questions. Les personnes retournent chez eux, disons qu'ils en veulent à quelqu'un. OK, ils sortent cet outil-là qu'on appelle la technique du miroir. Là, ils commencent à poser les questions, puis là, ils voient qu'est-ce qu'il y a en dedans d'eux qui fait qu'ils ne sont pas bien avec cette personne-là. Et... alors, on a des outils, mais il y a plein d'aides. On n'a plus de raison sur la planète Terre maintenant. Il y a beaucoup d'autres écoles qui écoutent encore. Il y a plein de thérapeutes. Alors, on peut se faire aider en privé ou en groupe. C'est toujours un choix personnel, mais aussitôt que la personne, elle dit, bon, ça y est, moi, je veux changer, puis elle en fait juste en parler autour d'elle. Il va y avoir des gens qui vont lui suggérer quelque chose ou elle va aller sur Internet. Elle va le trouver. Quand on a décidé, comme vous dites, l'univers, la vie se met à notre service et permet de trouver des réponses. Aussitôt que dit, là, ça y est, c'est comme ça. On peut vous donner un bon coup de poing sur la table. C'est ça que je veux. Alors, automatiquement, il y a quelque chose qui se passe en dedans nous. C'est extraordinaire. Le je veux est tellement puissant qu'on est attiré vers ce qu'on a besoin, ce qui est bon pour nous. Puis ça, il faut vraiment le vivre parce que intellectuellement, on ne peut pas comprendre ça. Le mental ne peut pas comprendre les notions spirituelles. Donc, il faut le vivre l'expérience. Là, on voit que ça marche dans un domaine. Après ça, on peut le faire dans tous les autres domaines. Et parfois, il faut beaucoup souffrir justement pour changer une situation. On a besoin de passer par des moments très difficiles pour se dire maintenant, stop, ça suffit. Non, dans beaucoup de cas. Mais ça, c'est très malheureux parce que ce n'est pas intelligent du tout d'attendre de souffrir au point que tu n'es plus capable. Là. Il y en a qui même ils finissent par le suicide. Puis il faut tout qui recommence, c'est ça. Non, c'est vrai.
C'est très courant aussi, hein. Moi, je vois beaucoup ça avec mes clients. Ceux, par exemple, qui veulent quitter un travail qui leur correspond plus. Ce que je vois souvent, malheureusement, c'est que quand ils viennent me voir, ils sont déjà au stade vraiment où ils n'en peuvent plus, ou soit ils ont eu un burn-out, soit ils sont proches du burn-out, soit ils ont eu un accident, des choses comme ça. Mais je pense que c'est quand même très humain aussi. On a besoin parfois, on a tellement peur de changer ce qu'on connaît, même si ça engendre de l'inconfort et des choses qui ne sont pas agréables, mais c'est aussi agréable de connaître quelque chose. Donc, est-ce que ça fait quand même partie de la nature finalement humaine d'avoir besoin de souffrir pour changer quelque part? Oui, mais moi je dirais que c'est la plus grande peur au monde, c'est la peur de l'inconnu et du Mhm. changement. C'est comme là, pourquoi il y a tant de peur avec la COVID? Là? On ne sait pas où on s'en va, on ne sait pas où on va être dans un mois, dans un an. Tout le monde souffre de l'inconnu. C'est la plus grande peur euh, qui est alimentée dans le moment pour les humains. Puis, tu sais, on le voit quand on voit monsieur qui est tout seul dans son auto, puis avec le masque, là, ben, monsieur-là, il a très, très, très peur. Tu vas dire, oh, pauvre monsieur, comment je ne sais pas s'il porte son masque dans sa maison. Oh, le pauvre, ça ne doit pas être drôle d'avoir peur comme ça. Puis c'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on fait du déni. On ne veut pas voir qu'on a quelque chose à gérer, qu'on a quelque chose à changer parce qu'on a trop peur. On pense qu'on aime mieux être dans le problème puis pas être dans l'inconnu. Mhm. Ça, c'est pas intelligent. On se croit dans une zone de confort, mais finalement, c'est pas confortable du tout, là, cette douleur-là. Non, non, c'est sûr. Puis, c'est la peur de changer de façon de penser, changer ses habitudes, à changer nos perceptions, c'est pas évident, hein, pour que la Ah non, personne, elle le veuille. Ouais. ça fait très, très peur. Puis quand la personne a dit, je comprends pas pourquoi ça marche pas, ça fait plusieurs fois que j'essaie toutes sortes de choses. Je dis, non, tu n'as pas encore assez. Tu as encore trop, tu as encore souffert. Quand tu vas en avoir assez là, de souffrir, là, tu vas te décider. Tu n'es pas encore assez décidé. Si ça continue, tous tes problèmes, tu n'es pas assez décidé. Et justement, vous avez parlé de suicide. C'est effectivement, en plus aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, il y a des gens qui sont désespérés, hein, clairement. Il y a des gens qui peuvent. Les suicides ont doublé depuis le début Oui. de la Donc, pandémie. déjà avant, c'était difficile, mais là, maintenant, c'est vrai que pour beaucoup de personnes, c'est vraiment difficile. Qu'est-ce que vous pensez justement du suicide? On dit que le suicide, c'est un rejet de soi-même. C'est vrai pour vous ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui amènent les gens finalement à... Ouais, le suicide, moi, je me dis que tout le monde a le droit de se suicider s'ils veulent. C'est leur vie, leur corps, leur décision. Il n'y a pas de personne sur la planète Terre qui a des comptes à rendre à quelqu'un d'autre. C'est juste que ce n'est pas intelligent, parce qu'il va falloir tout qu'elle revienne, puis tout recommencer encore. Donc, Puis on qu'elle croit va être échapper, mais on n'échappe pas. un peu plus difficile, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, j'ai eu des personnes très proches qui voulaient se suicider. Puis j'ai dit, ben, vas-y, ma belle, ben, dis-moi donc, disons que tu veux te suicider, là, comment tu vas t'y prendre? Là? As-tu déjà pensé à comment tu vas t'y prendre pour le faire? Tu sais, te jeter devant le métro ou te pendre? C'est horrible. Ah oui. Moi, tout de suite, hein, quand tu dis ça y est, moi, j'ai décidé d'en finir avec la vie. Puis là, je lui demande si elle a décidé. Puis si elle me dit qu'elle a déjà décidé comment, là, c'est sérieux. Mais la plupart vont dire, ben voyons donc, quelle sorte de question que c'est ça, tu vois? Ça veut dire que c'est pas sérieux, c'est juste. Mais si c'est sérieux, tu dis, ben écoute, tu as le droit de te suicider, mais sache que tu vas être obligé de revenir et recommencer. Mais c'est correct, tu sais, c'est ta vie, tu n'as pas de compte à rendre à personne. Puis jusqu'à maintenant, tous ces gens-là qui m'en avaient parlé ne se sont jamais suicidés. Tu sais, puis ça les a fait réfléchir, tu vois. Mais pour vous, est-ce que c'est vraiment un rejet de soi-même ou c'est juste qu'on est tellement dépassé parfois par ce qui se passe, par des choses, on a l'impression qu'on ne va jamais s'en sortir et les gens préfèrent, enfin, certaines personnes vont préférer stopper la C'est souffrance en fait. C'est ceux qui avaient du rejet, parce que pour en arriver à cet état de grande souffrance, puis de ne plus voir aucune solution dans leur vie, c'est parce qu'ils ont fait beaucoup de déni, puis ils n'ont pas voulu regarder à quel point ils souffraient, puis ils n'ont pas fait aucune démarche pour arrêter de souffrir. Donc, c'est sûr que toutes les blessures devaient être activées. Hein. Mhm. Quand l'ego prend le contrôle de la personne au complet, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Ça parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, le jour et nuit.
C'est pas évident en tout cas. Oui, il y a beaucoup de grands souffrants. Hein? Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut en sortir. C'est ça un peu ce que vous dites. Mm. Finalement, tout le monde a Ah. des blessures, mais tout le monde peut sortir de ça progressivement. On peut Moi, j'ai vu améliorer. tellement de personnes arriver dans des états épouvantables là, dans les ateliers, là, tu sais, des grands souffrants, là, des gens qui avaient fait des tentatives de suicide, des grosses blessures de rejet. Là, puis, j'ai vu des transformations, tellement de miracles. Moi, depuis 39 ans, écoute, ton corps, c'est pour ça que moi, c'est sûr, je crois au miracle, parce que je crois à la puissance de la décision, qu'à la personne a décidé de se prendre en main. Parce qu'autrement, les gens, ils ne viennent pas chez nous, écoute, ton corps, s'ils ne veulent pas se prendre en main. Ils vont aller voir un thérapeute, arrange ma vie, tu vois. Quand, écoute, ton corps, nous autres, on n'arrange pas la vie de personne. On donne des outils, des moyens, on explique qu'est-ce qui se cache derrière certains problèmes et tout ça, mais par contre, il faut absolument que les gens fassent quelque chose chez eux avec les outils qu'ils ont reçus. Sinon, il n'y a rien qui change. Et donc, c'est comme vous avez dit, donc déjà poser l'intention de s'en sortir, poser l'intention, enfin, quoi qu'on puisse vivre, en fait, c'est déjà poser l'intention. J'ai décidé que, et une fois qu'on décide, la vie se met à notre service, on a des signes, on a des choses Ouais. qui arrivent, Ah oui, oui, qui nous permettent de nous en oui. sortir, quoi. Oui, tu sais, puis l'ego, il ne comprend pas ces choses-là. Fait que l'ego dit, bon, voyons donc, ça, c'est pas si facile que ça. Puis là, l'ego va essayer de nous convaincre du contraire. Là. Ah, ça a marché pour elle, mais ça ne marche pas. Moi, ça ne marchera pas. C'est tout ça qu'on entend tout le temps, des petites voix dans notre tête, tu sais, parce que en réalité, la vie est tellement d'une grande intelligence. Moi, je suis tellement en admiration avec la création de l'être humain, puis toutes les possibilités de l'humain, puis le pouvoir, la puissance qu'on peut avoir dans nous pour faire arriver des choses. C'est facile pour moi parce que j'en ai tellement vu des miracles depuis 39 ans, puis même j'avais commencé avant quand j'étais dans le domaine de la vente, juste avec la pensée positive. On pouvait se guérir de certains problèmes, tu vois, puis, mais on n'avait pas résolu le problème pour autant. Il revient par après quand même parce que c'est juste avec la pensée positive. Mais si c'est fait avec l'amour de soi, avec ça, c'est réglé pour toujours. C'est réglé pour l'âme, pour nos prochaines vies. Tout ce qu'on fait avec l'amour véritable, c'est réglé pour toujours. Et donc, vous parliez que dans vos stages, on peut faire des exercices qui permettent de sortir de plein de problèmes, en fait, plein de difficultés. Est-ce que dans vos livres ou dans d'autres, enfin, pour les gens à distance qui veulent aussi avoir des outils, est-ce que vous avez des outils à distance ou c'est juste dans vos formations qu'on a des outils pour sortir des blessures? Tous les outils sont dans Les livres aussi? les ateliers. Dans chaque atelier, il y a des outils qui, selon le sujet de l'atelier. Mais dans mes livres, j'en donne quelques-uns, comme la technique du miroir, j'en ai parlé dans plusieurs livres. Puis celui que je suis en train d'écrire pour les enfants, là, comment gérer les enfants nouveaux, je vais mettre plusieurs outils à la fin du livre aussi. Ok, super. À utiliser avec les enfants. Ok, génial. Et pour terminer l'interview, Lise, la dernière petite question que je voulais vous poser, c'est sur finalement le courage. C'est quoi votre définition du courage Ben, le courage. pour vous? J'ai-tu une définition du courage? je sais que dans mes ateliers, j'ai des définitions pour tous les mots, là, mais pour moi, une personne courageuse, c'est une personne qui a peur, mais qui fonce quand même, qui ne se laisse pas arrêter par sa peur. Hein. C'est important Même ça, si j'ai courage? peur, je fonce. Et puis, advienne que pourra, je vais gérer les conséquences. Tu sais. C'est ça, une personne courageuse. Même. Et est-ce qu'on a besoin de courage justement pour entreprendre sa vie, pour vous? Oui, ça prend beaucoup de courage, oui. Oui. Mais pour tout problème, ça prend du courage pour arriver à le résoudre. Tu sais, Mhm. faut prendre la décision. Puis le courage, c'est que ça nous aide à ne pas lâcher en cours de route. Tu sais, si je suis très courageuse, j'ai plus de chances d'être persévérante puis de continuer même s'il m'arrive des difficultés. C'est ça. Oui. Ok, ben en tout cas, merci infiniment, Lise, pour cette interview qui était vraiment merveilleuse. J'espère que vous l'avez appréciée. Mettez-nous un petit pouce vers le haut pour nous dire que vous l'avez appréciée. Mettez en commentaire vos questions, vos interrogations, ce que vous avez ressenti via cette interview. N'hésitez pas évidemment à la partager autour de vous. Et pour ceux qui veulent aller plus loin avec moi, vous savez, vous avez toujours un lien
sous chaque vidéo pour vous inscrire à une session d'équipe que je vous offre pour pouvoir discuter avec vous de votre situation et voir comment je peux vous aider. Merci infiniment, Lise, pour ce temps, pour le travail que vous faites qui est merveilleux. J'étais vraiment contente de passer du temps avec vous. Et comment est-ce qu'on peut vous retrouver? Donc, vous avez 26 best-sellers qu'on peut retrouver, j'imagine, partout, sur n'importe quel... Ah oui, les livres sont vendus partout, Amazon, toutes les bibliothèques et tout, les magasins, les librairies. Puis aussi, aller sur le site, on a un site qui est un bon site, là, que tout est bien expliqué pour avoir des renseignements sur tout ce qu'on fait. Oui. D'accord. Vous avez le nom du site? Comme ça, je Ah, peux... c'est juste, les gens juste à écrire Écoute ton corps, puis ils vont arriver tout de Écoute ton suite. corps. OK. Ils vont arriver tout de suite. C'est toujours le premier site qui arrive avec Écoute ton corps. Ouais. OK, très bien. Ben, en tout cas, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos et d'autres interviews. Prenez soin de vous. Merci à toi, Elena, pour le bon travail que tu fais toi aussi. Je te sens très enthousiaste pour ce que tu fais. Merci, ça me fait plaisir. Mais j'aime beaucoup les interviews, en fait. C'est vrai que les interviews, c'est quelque chose qui me passionne particulièrement. Je ne sais pas pourquoi. Et j'ai découvert Lilou il y a quelques années. Je voyais un petit peu ce qu'elle faisait. D'ailleurs, j'ai vu qu'elle avait fait une interview avec vous. Et en fait, les interviews, c'est ce qui me passionne le plus, en fait. Ça me transcende. Je ne sais pas pourquoi, plus que tout le reste. Et donc c'est vrai que j'ai beaucoup d'enthousiasme pour ça, quoi.